Radio C'était Midi. La vie de l'info. Gilles Soulac. Notre invité dans notre 12-13 aujourd'hui, vous le connaissez certainement parce que nous l'avons suivi dans ses péripéties, dans ses périples et ses aventures. Alors en bateau, à pied, en montagne, un peu partout. C'est Charles Edrich. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Voilà, vous avez la pêche, c'est pas possible. À 56 ans, on a vraiment la pêche. Alors vous faites un peu le tour du monde, on sait jamais où vous êtes. Vous avez une boulimie d'aventure depuis maintenant quelques années, depuis 45 une dizaine d'années. Ans. Ouais, 45 ans. Alors on vous a suivi évidemment pour la traversée de l'Atlantique aller-retour à la rame. Oui, c'était super. Donc toutes les semaines, on était avec vous. 145 jours en solo. Voilà, vous voyez des poissons volants. Ça s'est bien passé en tout cas. Vous avez réussi. Et puis surtout un record aussi pour vous. C'est important. Disons, ça s'était jamais fait. Donc, j'ai toujours le record sur l'Atlantique Sud. Ça s'était pas fait. Donc évidemment, c'est le record de base, oui. Oui. Mais dont une première, donc dans le cas présent. Donc. Ouais. Alors vous n'arrêtez pas là puisque vous êtes reparti pour le passage du Nord-Ouest. Ça c'est un passage mythique un petit peu pour tous les navigateurs de toute évidence parce qu'il y a des conditions climatiques avec la glace bien sûr qui gênent ce passage. Vous l'avez fait, j'allais dire en barque, non à la rame. À la rame d'une barque. Je l'ai déjà fait à la voile, mais donc à la voile c'est fantastique. Et là actuellement je suis en train de le réaliser à la rame. Ouais, mais vous êtes dans nos studios, donc comment ça se passe? Parce que c'est un peu une histoire compliquée. On vous a suivi au début, avec ce passage. Vous êtes parti, je crois, du détroit de Bering. Détroit de Bering face à la Russie. Et donc, il y a 6000 kilomètres. Pour l'instant, j'en ai fait 5000. Et il me reste 1000 kilomètres pour l'été 2015. Alors moi j'étais un peu surpris tout de même parce qu'en fait c'est vrai souvent quand on fait une aventure on débute et puis on la termine ou on la termine pas et puis on est passé à côté, elle est ratée. Vous prenez comme cela en plusieurs fois parce que vous avez eu des conditions. Comment vous expliquez cela? Parce que est-ce que c'est un échec? Moi j'ai pensé à cela dans un premier temps puisqu'on n'y arrive pas. Ou est-ce qu'on se dit non là c'est tellement exceptionnel qu'on prend plusieurs fois, on s'y reprend à plusieurs fois. Bon, à la rame de le réaliser d'une seule traite, c'est pas possible. 6000 kilomètres par rapport à la période où on peut ramer au nord de l'Alaska et à l'extrême nord du Canada, c'est impossible. Donc c'était soit 2 saisons, soit 3. Cette année, je pensais aller au bout. Par contre, je suis tombé sur l'année où il n'y a jamais eu tant de glace. Elle a même pas fondu sur la partie qui me restait à faire. Donc je repars et il me reste une vingtaine de jours. Mais pourquoi vous faites ça, Charles Edrich? Vous avez 56 ans tranquille, vous avez une entreprise florissante qui est entrée dans le CAC 40. On reste dans le CAC 40. Pas le CAC 40, non, le CAC 40. En bourse. Oui. Pas le CAC 40, d'accord, en bourse. En tout cas, vous êtes tranquille, vous pouvez être à la maison, en retraite, à promener votre chien et puis aller en voyage comme ça, tranquillement, avec votre famille. Alors, si vous êtes arrivé. Moi, alors, c'est assez particulier. C'est la passion du sport et de la compétition. Donc, je suis skieur, je suis moniteur du ski, j'ai fait du ski extrême, je joue au tennis, mais j'ai tout de suite vu qu'il n'était pas question de penser au Master à Roland-Garros ou à l'US Open. Mais vous auriez voulu le faire plus jeune, peut-être. Si j'avais eu le talent et les circonstances de la vie m'avaient permis de le faire, c'était pareil. Ou gagner le Tour de France à vélo. Je crois que vous êtes bien placé pour apprécier donc le sujet. Ça on le dit pas. D'accord. Donc voilà. C'était pareil. Bon, maintenant j'étais pas doué. Et par contre, dès que j'ai vu que sur le terrain de l'endurance et de la rusticité, là j'avais quelques prédispositions. Et de l'âpreté, oui. Du courage. Oui. D'accord. Vous êtes dit, je me lance là. Voilà. Donc, entre guillemets. Vous avez ouvert une brèche de l'aventure. Je le dis parce qu'on est deux. Oui. Si on peut dire. Mais, parce qu'il faut faire très attention à la façon dont ça va être perçu. Je suis sur le terrain de l'aventure par opportunité. Parce que là, j'ai des prédispositions, alors que dans d'autres sports, j'en ai beaucoup moins. Oui, on comprend mieux. Donc, ce n'est pas seulement l'aventure, et c'est cela qu'on peut remettre en question au début de ce 21e siècle. Moi, c'est ma question, évidemment, avec tous les problèmes que l'on peut découvrir chaque jour dans les informations, des tensions, de l'inquiétude. À quoi cela sert aujourd'hui d'aller sur le terrain de l'aventure, puisque les grands aventuriers, Amundsen, Shackleton, Bombard, Herzog, enfin plein d'autres, sont tous liés. Nous aussi, ici, et la Maillard, sont tous liés à la découverte, à la littérature, donc qui a ensuite fleuri de ces découvertes, qui nous permettait de découvrir des régions aussi, avec des grands scientifiques, bien sûr aussi. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a plus besoin de ça. Il suffit d'envoyer un drone ou en tout cas il n'est plus nécessaire d'aller sur place. Donc l'aventure prend une autre forme. Vous, c'est vraiment la compétition.
C'est la compétition. Alors, ceci dit, je suis quand même absolument émerveillé. Par exemple, le passage Nord-Ouest, j'ai jamais, de toutes les expéditions que j'ai pu faire, j'ai jamais été aussi près de la nature, notamment de la faune. C'est absolument fantastique. Baleines, phoques, orques, ours blancs. J'ai été soulevé par une baleine. À la voile, ça n'arrive pas parce qu'on est moins proche, des animaux. Donc ça, c'est absolument fantastique. Et en plus, on arrive quand même à sensibiliser à travers ce qu'on peut faire sur le réchauffement de la Terre, sur la fonte de la glace, de la banquise. Par exemple, cette année, la banquise, sur la partie qui me reste à faire, elle n'a pas fondu, contre toute attente. Donc je ramène des images. J'interviens aujourd'hui très souvent dans des collèges, dans des écoles, notamment en Seine-Saint-Denis, et c'est un moyen fantastique d'arriver à travers le partage de toutes ces aventures, de ces expéditions, de sensibiliser ces jeunes qui, à travers un discours, on va dire, plus académique, seraient absolument pas concernés. Vous avez expérimenté cela de toute évidence. Donc, vous êtes aussi avec une association, Respectons la Terre. Voilà, vous êtes alliés, une collaboration qui permet d'allier votre goût de l'aventure et du record aussi, parce que ce sont souvent des records. C'est le cas, ou en tout cas des premières, de toute évidence, à cette démarche écologique. Oui, donc de sensibilisation, et après on emmène des jeunes sur des terrains d'aventure à leur portée, comme le Mont Blanc ou cet été les Dômes du Miage. Enfin, vous n'avez quand même pas vraiment répondu à ma question, Charles Eldrich. Quand même, aujourd'hui, à part au niveau personnel, et on peut le comprendre, c'est surtout au niveau personnel. Je crois qu'on peut vraiment se dire, voilà, je pars sur cette aventure ou sur celle-là. C'est moins cet impact scientifique ou de découverte qu'il y a eu à une autre époque, ou vous sentez que c'est toujours pareil et il y a un enthousiasme? Le niveau scientifique est quand même aujourd'hui très réduit. On peut pas découvrir grand-chose. Voilà. Par contre, des premiers en tout genre, il y a encore tout un tas de terrains dans le monde, notamment par exemple dans le désert, où il y a des choses absolument extraordinaires à faire, qui seront des premières. Puis vous partez où il y a beaucoup de monde, l'intensité de la population au kilomètre carré. Là, dans le passage du Nord-Ouest, je sais pas, c'est un habitant au kilomètre carré, même pas, non, moins que ça, même pas. Entre deux, je peux vous donner deux, trois, disons, éléments pour apprécier. Donc, entre deux petits villages, 500 kilomètres. Ouais, donc c'est même pas d'accord. Donc on est un habitant aux 500 km². Et puis, enfin pas tout à fait, mais vous avez aussi là le souhait de partir, et ce sera au mois de mars, pour le désert d'Atacama. Ça, c'est entre la Bolivie et le Chili. Pareil, alors là, il y a personne dans le désert, donc c'est encore le souhait de se battre soi-même aussi, d'aller au-delà de ses limites. Oui, mais bon, donc souvent effectivement, donc c'est la question qu'on se pose. Mais pourquoi Federer? Il a 33 ans. Aujourd'hui, il n'a jamais si bien joué de sa vie, ou à peu près. 17 grands chelems. Qu'est-ce qui le motive? Je pense pas que ça soit l'argent, c'est la passion. Je pense pas que ce soit l'argent quand même. C'est plus facile d'aller gagner autant d'argent que de travailler en usine, Charles Eldrich. Oui, mais enfin aujourd'hui, je sais pas, mais je pense qu'il y en a quand même. C'est quand même le matin, il se lève, c'est pas. Oui, mais là on est dans le spectacle, l'aventure. Vous êtes seul, donc il faut pouvoir revenir. Pour vous, c'est quand même aussi une sorte de théâtre, de compétition, de toute évidence. Pour moi, c'est comme ça que je la vis. Maintenant, je sais très bien que dans mon domaine, je suis assez en dehors de la norme. En général, si vous prenez un alpiniste, un himalayiste ou un marin, actuellement il fait que cela. Et puis vous lui parlez foot, ça l'intéresse pas en général, parce que c'est pas les mêmes valeurs. Alors que moi, le foot, ça me passionne. Le tennis, ça me passionne. Et pour moi, je suis dans le même registre. C'est pour ça que quand je démarre ma passion d'aujourd'hui, mon modèle, c'est Steve Fossett, pour ceux qui le connaissent, l'Américain. Voilà. Qui, à mon avis, était un peu comme moi, un touche-à-tout, et était passionné par la compétition en tout genre. Et puis vous partez donc au mois de mars, donc on aura l'occasion d'en parler dans un petit instant, pour ce désert d'Atacama. C'est à peu près 1000 km de traversée à pied, en autonomie, parce qu'évidemment, il y a eu des traversées du désert, différentes et variées. Vous partez en autonomie avec une petite remorque, c'est ça? Alors, l'Atacama avec une remorque, dans la remorque 120 kilos, principalement de l'eau. Mais oui. Parce que la caractéristique du désert de l'Atacama, c'est d'être le plus aride du monde. Donc il n'y a pas d'eau. Il y a même toute une partie du désert où il n'a jamais plu depuis 10 ans. Donc il faut évidemment donc pouvoir... En fait, il y a un point d'eau au milieu. Donc il faut arriver à faire 2 fois 500 km en autosuffisance. Donc on sera 2 avec Sylvain Bazin. On part avec 80 litres d'eau et on recycle nos urines.
Ah, vous recyclez, là, faut en parler dans un petit instant. Sur Radio Cité Genève, nous parlons aventure, sport et compétition avec Charles Edrich, qui repart dans un petit moment, au mois de mars, pour le désert d'Atacama à pied. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit, petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène comme ici. Tout petit après 9 mois à peine, te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Rien que les auteurs remplissaient tous mes vœux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Wow, wow. Alors une petite fille aussi belle que nature me prit par la main et me dit suis cette aventure. On disait même oh oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses boucles dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Oh, oh, oh. Pour arriver enfin à ces rêves d'enfant qui n'ont pas de limite comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, ou des fleurs voler caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciel. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my way. Peps avec Libertas sur Radio Cité Genève, le désir de liberté, l'appel du voyage aussi, c'est la thématique de notre 12-13 avec Charles Edrich qui revient du passage du Nord-Ouest à la rame en débutant du détroit de Bering, un passage mythique, dernière partie de ce voyage en août prochain, et puis il repart pour le désert d'Atacama, cette fois-ci c'est à pied, c'est en courant et c'est en autonomie complète, on le retrouve immédiatement sur Radio Cité Genève. Radio Cité Midi. La vie de l'info. Gilles Soulac. Charles Edrich, que dit votre femme de partir comme ça? Ça fait 10 ans que vous tournez autour de la planète, vous vous entraînez, vous courez, vous montez, vous ramez. C'est pas possible. Alors, il faudrait lui demander. Maintenant, elle a trouvé le temps. On l'avait fait, Charles. On l'avait fait. Quand vous étiez sur l'Atlantique, à la rame, on était avec vous en direct et on l'avait fait, on l'avait eu. Voilà. Donc, bon. Elle est passionnée comme moi. Elle, honnêtement, je pense qu'elle a trouvé le temps très très long entre le moment où j'ai démarré et le moment où j'ai commencé à avoir des sponsors. C'est-à-dire, elle voyait que l'argent filait. Oui. Bon, moi, je peux le dire, hein, j'ai dépensé 4 millions d'euros. Donc, depuis 10 ans. Jusqu'à pendant les 7 premières années, j'ai pas eu un partenaire, pas un sponsor. Donc, j'ai tout financé moi-même. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Et maintenant, depuis 2 ou 3 ans, on arrive à peu près équilibré. Donc maintenant, sur ce terrain-là, elle souffle. Ça pose quand même la question, cette aventure n'est pas accessible à tous, de toute évidence. Si on demande à Patricia, donc ma femme, elle était au courant de ma passion, bien entendu, et je lui avais toujours dit, dès que j'ai les moyens de partir sur cette passion, je le fais. Les moyens financiers. Donc en fait, j'ai attendu d'avoir vendu ma société, de l'avoir introduite en bourse, de l'avoir vendue pour démarrer. Parce que je savais que j'étais pas crédible sur le terrain des projets. J'avais pas de passé vraiment. Donc vous êtes construit tout seul. Aussi, c'est le côté positif. Voilà. Mais n'étant pas Steve Fossett sur le terrain quand même de l'argent, même si j'en ai un peu, bien sûr, ouais. Il fallait qu'à un moment ou à un autre,
il fallait avoir suffisamment de crédibilité et d'arguments pour convaincre. Et j'ai l'impression que le passage du Nord-Ouest à la rame fait la différence. Déjà, la traversée de l'Atlantique m'est réussie. J'ai l'impression qu'au niveau même médiatique, moi je vous ai entendu encore ce matin sur un autre média, j'ai l'impression que là, vous arrivez quand même à être plus reconnu, non ? Là, si, oui. disons, là maintenant. Vous avez rencontré il y a 3 ans, c'était plus difficile. Oui, et non, tout à fait. Non, l'aller-retour sur l'Atlantique à la rame ça fait la différence. Fait quand même pas mal de différence. Et puis, on va dire, le fait d'être un petit peu sur tous les terrains du monde, les gens commencent à réaliser que la passion est là et que les aventures s'ajoutent. Alors maintenant, pour ce qui est de Patricia, ma femme, il y a quand même un terrain où elle, je pense, où elle a toujours un petit peu de mal, c'est sur la prise de risque. Maintenant, elle arrive bien à relativiser les expéditions où le risque physique est très important et où par contre, par exemple sur l'Atacama, l'expédition est très difficile. Oui, mais c'est pas risqué. Vous n'allez pas être attaqué par des tigres. Non. Par contre, là, justement, revenons à ces risques. Lorsque vous êtes sur le passage du Nord-Ouest, il y en a plusieurs. Météo déjà qui peuvent être dramatiques, on le sait. Et puis le risque peut-être d'une baleine qui vous retourne. Enfin, je sais pas, je vois ça d'ici. Alors, sur le passage du Nord-Ouest, l'an dernier, c'est-à-dire toute la partie détroit de Bering, mer des Tchouks, même avec le recul, enfin surtout plutôt avec le recul, j'ai pris des risques énormes. C'était plus que limite. Par exemple. Météo complètement instable, mer démontée, impossible à prévoir en plus, et j'ai un petit bateau qui fait 160 kilos. En plus, il y a pas mal de falaises que j'étais obligé de suivre le long des côtes, avec risque de vents catabatiques qui peuvent monter à 200 km/h. Là, le risque était phénoménal. Et en plus, absolument pas maîtrisé. Sur la partie canadienne... Elle nous écoute pas, votre femme, là. Non, mais à vrai dire, je l'avais pas trop... briefé. Non, mais moi-même, je savais pas trop, parce que c'est aussi l'aventure. Ouais. C'est qu'il y a des choses qu'on apprécie plus ou moins. Honnêtement, j'avais pas apprécié que le risque était si important. Par contre, cette année, le risque était moins grand. Simplement parce que les dépressions vont d'ouest en est. Et donc, je suis maintenant à 4000 km du détroit de Bering. Donc, souvent, c'était mer plate, c'était fabuleux, etc. Et les ours? Alors, les ours, le danger est permanent. Mais il faut pas non plus l'exagérer. Je suis armé. Pour ceux qui connaissent, j'ai du 300. J'ai une carabine, enfin un fusil avec du 300. On les voit arriver. Il y a un seul moment, c'est le jour, mais la nuit. Il n'y a pas de nuit. Ah oui, bah oui. Merci pour mon manque de culture de le repréciser. Oui, bah oui. Non, il n'y a pas de nuit. Ça dépend aussi quand vous vendez. En été, donc c'est tout juillet, c'est 24 heures. Et puis non, à la fin, il y a 2 ou 3 heures de nuit. Cette année. Enfin, c'est pas de la nuit. Moi, je suis allé aussi dans ces régions. C'est quand même de la pénombre. On est quand même plus tout à fait dans un vrai jour. On voit, mais ça peut être plus dangereux, justement, non? Oui, plus dangereux. En fait, cette année, j'ai eu un moment où j'étais vraiment inquiet. Donc l'histoire est absolument fantastique. Je suis en train de ramer, les premiers habitants à 500 km, et je vois des fumées comme des fumées d'usine, au loin. Je dis, c'est pas possible. Donc je me rapproche, et en fait, c'était une petite île volcanique qui n'était pas sur ma carte, avec des fumées qui sortaient de terre. Paysage extraordinaire. Donc je vais sur la zone, je vois une crique, et je tire mon bateau sur la crique. Dans la crique, sur le terrain. Je faisais attention, mais pas plus que ça. Je me retourne, des traces d'ours partout. Alors là, énorme danger, parce qu'il y a eu des mouvements de terrain d'une vingtaine de mètres de haut. Là, il faut faire, enfin c'est même, surtout seul, danger absolu. Faut pas le faire. Ouais. Par contre, un moment, sur une passe, parce qu'il y a des lagunes, j'en compte 16 autour de moi. Là, le danger est relatif. 16 ours blancs. Là, le danger est relatif. Encore beaucoup déjà, c'est une bonne nouvelle, ça. Il y en a pas mal. Mais par contre, là, le danger est relatif parce que sur un terrain découvert, on les voit quand même arriver. Donc. Vous avez le temps. Bon, je sais pas, moi, vu d'ici, quand même, ça me stresse un peu, les ours blancs, mais bon, peut-être que je me trompe. L'animal le plus dangereux au monde. On dit que c'est le seul animal qui chasse l'homme. Et moi, je l'ai vu, donc je l'ai vu, c'est-à-dire un ours me suivre pendant plusieurs jours avec qu'une idée en tête. Il me percevait comme un casse-croûte. Donc, vous êtes assez grand, pas trop lourd quand même. Vous êtes assez maigre, ça vous peut être un beau casse-croûte. Et les phoques, les tigres des mers aussi, tout cela. Alors les phoques, sur un petit bateau de 160 kilos, voilà, on peut. Alors les phoques, aujourd'hui, je sais toujours pas. S'il y a quelqu'un d'ailleurs qui peut me donner une indication, j'ai eu à 2 reprises
des phoques barbus, ça s'appelle, qui font 350-400 kilos, qui essayent de monter sur le bateau. Et, ouais, c'est sympathique. Et je sais toujours pas si c'était pour s'amuser ou si donc il y avait de l'agressivité de leur part. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous répondre là derrière l'antenne. Ne sait-on jamais quelqu'un qui est allé dans le coin, mais en tout cas, oui, c'est très difficile. Et je filme et on voit lourd. Dans le détroit de Bering, quand on chasse le phoque, il y a des attaques sur les bateaux. D'ailleurs, après la rupture en 89 avec l'État russe, dans ces régions, particulièrement à Ouélène, les gens ne savaient plus chasser et se sont fait tuer par les phoques qui ont attaqué leur bateau. Ah ben voilà, vous me donnez une réponse. Ouais, je sais pas si c'est la réponse parce que vous étiez dans une situation particulière. Là, on repart bientôt. On repart pour le désert d'Atacama. Radio Cité Midi. La vie de l'info. Gilles Soulac. Autre aventure, 1000 km en autonomie complète. Alors moins de danger, parce que pas d'animaux, peu de population, vous risquez rien, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de trafic de drogue. Enfin, évidemment, ce sont des sujets, quand on va en Amérique du Sud, qui sont importants. On se rappelle avec Mike Horn, quand il remontait l'Amazon, c'était juste très très délicat. Charles Edrich, pourquoi cette aventure et ce désert? Parce qu'il y a beaucoup de déserts, il y a des déserts en Chine, le plus aride aussi, effectivement, près de la Mongolie, ou le désert d'Atacama, il y en a beaucoup. Pourquoi le désert le désert d'Atacama, non, je pensais à un autre. Pourquoi celui-ci? Alors souvent, mes choix d'expédition d'aventure, ce sont des opportunités, des circonstances. Je connais très bien Sylvain Bazin, qui est sur tous les terrains du monde, 2h30 sur marathon, et on parle de monter un projet ensemble. Et donc, il était allé au Tchad, traverser un désert extraordinaire. Il me dit, le désert, t'as jamais fait? Si, j'avais fait donc beaucoup en moto, avec le Dakar Moto, la Libye, paysage extraordinaire. Et puis, on est parti sur ce projet. On part à deux. Et aussi, c'est une question d'opportunité. Le désert, aujourd'hui, ce désert s'est jamais traversé en autonomie. Il s'est déjà réussi avec ravitaillement. Donc voilà, en plus, il y a un record à la clé. C'est quoi la différence avec l'autonomie? Moi, j'ai rencontré des gens dans ce désert, une époque, avec un petit sac à dos, donc qui venaient en plus du Guatemala. Donc la traversée du désert n'était qu'une traversée parmi d'autres. Quelle est pour vous la différence? Bon, il y a quand même que quelques villages. Il faut pas non plus dire il y a un village tous les 150 kilomètres. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous dans l'autonomie? Parce que vous allez en plus vous balader avec une remorque assez remplie. Et c'est donc il faut avoir à la fois la nourriture, l'eau, et pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Donc ça change pas mal de choses. Donc vous n'êtes pas un sportif de haut niveau dans un domaine. Quand vous étiez jeune, vous étiez un patron d'une grande entreprise qui a bien marché. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un sportif pour moi de haut niveau. Tout dépend ce que l'on dit derrière cela. Est-ce que à 56 ans, on a autant la pêche? Est-ce que c'est dans la tête que ça se passe? Est-ce qu'au niveau physique aussi, il n'y a pas des limites? Parce qu'en plus, c'est de la course à pied, donc les ligaments, les muscles, ça souffre. Bon, alors ça dépend des sports. Si on prend par exemple la moto, je peux toujours faire un Dakar moto, mais on va dire je suis moins performant, c'est sûr qu'il y a 10 ans. Par contre, sur d'autres types de sports, par exemple la rame, oui, là c'est de l'endurance pure. C'est de l'endurance pure, c'est de l'endurance à faible intensité. Ça se joue énormément sur la motivation, sur l'expérience, sur la rusticité. C'est-à-dire la capacité à demander... On n'est pas sur de la résistance, sur du très puissant en peu de temps. Il faut vraiment être là toute la journée. Toute la journée, de temps en temps, ça peut être 24 heures de rame quasiment non-stop, après 3 jours à rien faire. Donc, et sur ce terrain-là, pour ce qui me concerne, je suis beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà, il fallait le dire. Bon, il y a 20 ans aussi, vous étiez dans les affaires, donc c'était peut-être un petit peu plus délicat. En tout cas, beau passage, c'est le cas de le dire, d'une vie de chef d'entreprise, responsable d'entreprise, qui a quand même investi 4 millions pour aujourd'hui en être où il en est, pour avoir été reconnu, accepté dans le monde de l'aventure, dans le monde du sport aussi et de la compétition. Charles, et après Atacama et le passage du Nord-Ouest, il y a encore quelque chose dans votre tête, c'est sûr? Non? J'ai 44 projets, 44 projets dans les tiroirs. Non. Je peux vous donner le 44e. D'accord. J'ai la ferme intention de battre le record de distance sur une heure à vélo. Ah, le record de l'heure à vélo de Des distance. plus de 100 ans. Des plus de 100 ans. Voilà. Et c'est pour ça que j'en ai 44, parce que j'ai 44 ans pour me préparer. Là, vous m'avez
Je crois que là, vous m'avez vraiment scotché. Je vous assure, c'est rare, Charles Eldritch, mais là, vous m'avez vraiment scotché sur cette histoire. Il est incroyable. Non, mais là, rien que de dire ça. Vous connaissez le record bien sûr, aujourd'hui? Il a été fait il y a quelque temps de Voilà. cela. On l'a vu à la télévision. Là, il faut faire plus de 27 km. Voilà. Vous êtes fou, Charles Eldritch. C'est clair. On peut vous retrouver sur votre site internet, sur un blog. Dites-nous, là, qu'on aille. Charles Eldritch, ou Respectons la Terre. Voilà. Et il sera au désert d'Atacama en mars et au passage du Grand Nord, du Nord-Ouest avec les ours. Ce sera au mois d'août. Sur Radio Cité Genève.